aujourd'hui de la première pierre de la ligne ferroviaire urbaine d'Abidjan. Le projet est baptisé Métro d'Abidjan. L'Eldorado, c'est ici et non ailleurs. Nombreux sont les jeunes qui l'ont compris. À Arad, des jeunes pourtant titulaires du diplôme de baccalauréat s'adonnent à l'EVA Culture. C'était le 30 novembre 1944 au Sénégal. Ce jour-là ont lieu des mutineries au camp de Tiaroy. De nombreux tirailleurs tombent sous les balles de l'armée française. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer en images, les travaux de la ligne ferroviaire urbaine lancés aujourd'hui avec une première ligne qui partira d'Anyama à Port-Boué. Le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. Le train urbain est baptisé Métro d'Abidjan. Il devrait permettre à terme de transporter 530 000 personnes par jour entre le nord et le sud d'Abidjan. Le chantier s'étend sur une distance de 37,5 km et comprend 20 stations, 21 ponts rail-route, un pont-viaduc sur la lagune Ébriée et 40 passerelles piétonnes. Le projet, financé par la France à plus de 918 milliards de francs CFA, va mobiliser 2000 travailleurs. La mise en service de ce train urbain est prévue pour 2022. On rappelle que le lancement des travaux de ce train urbain s'est effectué en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne, rencontre qui a refermé ses portes aujourd'hui même. 83 pays membres des Unions africaines et européennes étaient en travaux ici à Abidjan autour de la problématique de l'immigration clandestine. L'Eldorado, c'est ici et non ailleurs. Ils sont tout de même nombreux, ces jeunes qui l'ont compris. Ils ont investi les champs, notamment le secteur bananier qui représente en Côte d'Ivoire environ 8% du produit intérieur brut. La filière banane dessert qui est en pleine évolution bénéficie d'un financement de l'Union européenne. Noël Gnagno de RTI 1. Domaine de Spadi, à une vingtaine de kilomètres de Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici sont en formation une vingtaine de jeunes recrutés après appel à candidature avec un niveau de bac plus 2. Je suis un ingénieur en électricité, auto et engin. Et la culture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, suite à l'appel à candidature, je me suis engagé et j'ai été retenu. Au sortir de cette formation, je peux dire que la banane peut me permettre de même donner un avenir promoteur à mes enfants. Finalité de cette formation, faire de ces jeunes des planteurs villageois de bananes. Amener tous ces stagiaires que nous avons ici à être responsables d'un lopin de terre de 20 hectares comme directeur de plantation et chef de bloc de plantation. Voici ce qui réconcilie la théorie et la pratique. C'est pour que mon fruit ne soit pas attaqué par les chauves-souris, les insectes, que je dois le garder dans un microclimat sain, pour avoir de bons doigts sur les régimes. Cette opération a lieu après l'inflorescence, c'est-à-dire juste après le comptage fleurs. Quand on finit de faire le comptage fleurs, on vient, on pose la gaine sur toutes les fleurs qui sont jetées, à partir de la cicatrice bratériale sur le tronc. Une chose est sûre, les premières fleurs sont porteuses d'espoir. Ce ne sont pas des personnes qui se sont dit on a échoué quelque part et qu'on vient. Parce que j'ai toute une gamme de personnes avec moi. Des ingénieurs en industrie comme des ingénieurs agronomes. Et encore des planteurs attitrés d'autres cultures qui veulent faire des reconversions au niveau de la banane. Coût du programme, plus de 30 milliards de francs CFA financés dans une proportion de 90% par l'Union européenne. Un investissement qui comprend, outre la formation des jeunes exploitants agricoles, la réalisation de 400 hectares de plantations, soit l'équivalent de 400 stades de football avec tout l'environnement nécessaire. Donc les 400 hectares, c'est réparti sur 2 blocs de 200 hectares chacun. C'est 10 planteurs qui seront installés sur chaque bloc. Ces jeunes auront chacun 20 hectares à exploiter. Bon, quand les bananiers vont venir en production, il y a une station de conditionnement qui va exister. Mais les autres investissements, vraiment, c'est des écoles, c'est les infrastructures de base pour une communauté qui vont être mises en place. Impact du programme, doper la production de bananes, contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural grâce à la création d'emplois directs et indirects. Normalement, il y aura donc un peu plus de 200 travailleurs qui seront installés ici. Après, donc, tout ce qui est comme menuiserie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est
autres travaux, petits travaux d'électricité et tout ça, bon, ben, ça sera fait par les zones de la région. La banane dessert est une des performances agricoles de la Côte d'Ivoire. Elle pèse plus de 8% dans le produit intérieur brut du secteur agricole et la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain, premier exportateur des ACP en 2015-2016. À Ara aussi, les jeunes ont compris qu'on est mieux chez soi. Grâce à l'EVA Culture, ces jeunes pourtant titulaires du baccalauréat ont pu se sédentariser, évitant ainsi à un très grand nombre la tentation d'émigrer clandestinement. Grâce à l'amour et au travail de la terre, ils ont pu se réaliser. Le reportage de Abdoul Koné et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur, dit-on. Avec les connaissances acquises, sanctionnées par de nombreux diplômes, plusieurs jeunes d'Ara exploitent leurs terres et contribuent au développement de leur localité. Nos parents, dès nos bas âges déjà, nous ont donné le goût même du travail et de la terre. Après le bac, j'ai vu que vraiment, si je me retourne à la terre, je peux m'en sortir. Parce qu'en classe de seconde, c'est là que j'ai commencé, j'ai fait l'expérience. Mais j'ai vu que vraiment, ça allait. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de venir encore pour faire le travail de la terre. Pour le chef de terre d'Ara, ce bon exemple part du respect de l'autorité coutumière. Ici, on retient de l'autorité, que le bonheur est sous nos pieds. Ara ne veut-il pas dire « j'y suis, j'y reste ». Ce n'est pas Ara. Ara, ce n'est pas déformation. Mais le vrai nom que notre oncle Anekwanyi, le premier, le fondateur d'Ara, dit Ngalwa. Anani, ça veut dire je suis, j'y reste. Vous arrivez à Ara, les 95% des constructions à Ara, c'est la propriété privée des planteurs. Ces jeunes-là n'ont plus besoin d'aller ailleurs. Tout ce que vous cherchez là, vous trouvez ça sur place. À quoi bon d'aller vous déplacer, allez-vous vous tuer ailleurs? L'Eldorado, c'est chez soi-même. Toutes les spéculations contribuent au bien-être du peuple Aïoua. L'EVA Culture en tête. Pour la sédentarisation des jeunes, les travailleurs des grandes villes ne résistent pas aussi à la tentation. À Abidjan, je gagnais un salaire, mais ça ne me permettait pas de réaliser mes rêves. Quand j'ai dit mes rêves pour vivre heureux, payer peut-être ma moto, avoir une petite maison, c'est pour ça que j'ai laissé le travail de la ville pour me concentrer aujourd'hui au travail de la terre. J'ai 10 hectares. Ngeta Kamena est celui qui a introduit l'EVA Culture dans le Moronou pour des réels objectifs. Aujourd'hui, il juge le bilan positif. J'ai retenu l'EVA Culture comme une culture pôle de développement dans la région. La culture de l'EVA qui va leur apporter au minimum 100 000 francs CFA par mois en étant au village. Et les premiers qui l'ont réalisé ont ça aujourd'hui. La prochaine étape de son projet, la transformation. Les partenaires au développement y adhèrent. Le Moronou veut créer son Eldorado à lui. Les conditions sont en passe d'être réunies. Un bel exemple à suivre. Les chefs traditionnels instruits sur les bonnes pratiques en matière de paix. La Fédération pour la paix universelle veut ainsi permettre aux garants de la tradition d'être mieux outillés dans le domaine de la gestion des conflits au sein de leurs communautés respectives. Doigt des lasers. Les chefs de tribu de Côte d'Ivoire en rang serré pour la paix et la cohésion sociale. Pour mener à bien leur mission de réconciliateurs, ils sont formés sur des méthodes de gestion des conflits. L'initiative est de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui prône la paix à travers la fibre familiale. De les éduquer dans le sens de la paix, de comprendre le processus de la paix, mais aussi, plus important, comment développer leur chefferie de façon économique. Point fondamental du développement, c'est travailler ensemble, être ensemble. Donc mettre ensemble les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières ensemble, mais tout en étant en harmonie. Les garants de la tradition se réjouissent de cette formation axée sur les fondamentaux de la paix tels que le vivre ensemble, le pardon et l'amour du prochain. S'il y a plusieurs familles stables, le monde sera un monde de paix. Le monde est en conflit parce que les familles sont démissionnaires vis-à-vis de leurs enfants, de leur progéniture. Alors donc,
Pourrons-nous avoir espoir avec des familles divisées? Non. Donc l'ignorance, ça nous amène à faire beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Plus de 50 chefs de tribus ont participé à cette première étape de formation sur la paix. La Fédération pour la paix universelle entend poursuivre cette action afin de garantir la réconciliation et la paix sociale en Côte d'Ivoire. Et puis à la rédaction du RTI2, les aiguilles de l'horloge s'arrêtent sur le 30 novembre 1944. Ce jour-là, au Sénégal, en lieu des mutineries au camp de Thiaroye, les tirailleurs manifestent pour réclamer leurs arriérés de solde et leurs primes de démobilisation. En réaction, l'armée française tire et fait de nombreux morts. Votre éphéméride, vous reconnaîtrez la voix de Juliette Ouya. 30 novembre 1944, début des mutineries de Thiaroye, localité située dans la banlieue de Dakar, au Sénégal. Les ex-prisonniers de guerre réclament leur rappel de solde. Ils sont déterminés à faire valoir leurs droits. Pour établir la discipline et l'obéissance, Yves de Boisboissel, général des troupes coloniales françaises, donne son accord pour une intervention. Elle aura lieu du 30 novembre au 1er décembre 1944. Ce jour-là, les rapatriés ont reçu pour ordre de se rassembler sur l'esplanade. C'est à 9h30 que les salves meurtrières ont été tirées par le service d'ordre comme riposte aux tirs mutins. Plusieurs rapports et procès-verbaux d'information affirment qu'il s'agit d'une rafale du service d'ordre. Mais les soldats rapatriés en novembre 1944 ne sont plus les combattants et anciens captifs de 1940. La plupart estiment que l'ancienne relation coloniale, faite de paternalisme et fondamentalement inégale, est révolue. Ils refusent donc d'être ramenés à la sujétion coloniale après leur participation à la lutte contre le nazisme. Certes, la promesse non tenue du paiement des arriérés de solde cristallise les mécontentements. En Afrique noire comme au Maghreb, les populations attendent des changements politiques et économiques susceptibles de mettre un terme aux abus manifestes de la colonisation. La répression brutale, démesurée de l'armée française est insoutenable. Le général des troupes coloniales françaises, Yves de Boisboissel, parle de la tragédie de Thiaroye comme d'un nécessaire douloureux coup de bistouri dans un abcès dangereux. Au lendemain de la tuerie, la nouvelle se répand dans toute l'Afrique. Il n'y a jamais eu de commission d'enquête indépendante sur cette affaire. En juillet 1945, l'écrivain sénégalais Léopold Senghor y fait allusion dans un article. Mais il faut attendre l'intervention du député socialiste Lamine Gueye devant la Constituante en mars 1946 pour avoir une meilleure connaissance du massacre. Plus tard, en août 2005, le président sénégalais Abdoulaye Wade inaugure une journée nationale du tirailleur et en appelle au devoir de mémoire. Ce jour-là, le représentant du chef de l'État français, Jacques Chirac, dira « Thiaroye est un événement tragique et choquant. Ceux qui en portent la responsabilité ont sali l'image de la France. Le souvenir de Thiaroye va rester vivace dans les prochaines années. En effet, dans son discours à Dakar le 12 octobre 2012, le président François Hollande est le premier homme politique français à reconnaître officiellement cette tragédie. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. 35 tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Ce chiffre diminué de moitié, selon certains experts, est la version officielle depuis 1945, pour qui le nombre de victimes tuées fut bien de 70. Voilà, on rappelle qu'en raison de la nuit du Mawloud, demain vendredi 1er décembre est déclaré férié et chômé payé. Voilà qui marque la fin donc de cette édition. Bonne suite de programmes sur les antennes de la RTI, la marque du service public.